que nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie. Nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie. Quel type d'erreur? L'élargissement de l'OTAN. Et il n'y a pas que des agences russes qui disent ça. Mitterrand disait ça dès 91, en disant si on élargit l'OTAN, on va crisper la Russie. Mitterrand, c'était un rouge, il était financé par l'URSS, c'est pour ça. Pas vraiment. Georges Kennan, l'inventeur du concept du containment, avait dit la même chose. Le fait de développer un système de défense antimissile qui venait remettre en cause la parité nucléaire avec la Russie. La guerre du Kosovo, qui montrait que l'OTAN n'était pas qu'une alliance défensive, parce que la Yougoslavie nous avait pas... Bon, on a... Mais même quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, que j'ai vu régulièrement pendant des années, parce qu'il avait un forum annuel, Gorbatchev ne peut pas être considéré comme étant anti-occidental. Bon, il avait, par rapport aux Occidentaux et par rapport aux erreurs occidentales à l'égard de la Russie, les mêmes reproches que ceux faits par Poutine. Et Gorbatchev critiquait Poutine sur son ordre interne, sur sa répression, sur son autoritarisme, mais pas sur la contestation des Occidentaux. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même Poutine qui est responsable de la guerre. Et les crimes de guerre sont de la part de la Russie. Et c'est la population civile ukrainienne qui est bombardée, ce n'est pas la population civile russe qui l'est. Et en fait, ça revient... Ils sont fait bombarder dans le Donbass, non? Alors oui, mais c'est le territoire ukrainien. Le Donbass, officiellement, c'est pas la Russie. Pour l'instant, il n'y a pas de bombardement ukrainien sur le territoire russe. Et en disant ça, ça revient à votre question de départ. Parce qu'en ce moment, vous entendez soit des gens qui disent « Ah oui, mais on a été... voilà, c'est normal que ça arrive, on a été injuste avec les Russes. » Et d'autres qui disent « Oh, ben non, pas du tout. Voilà, c'est la Russie qui... » Mais on peut dire les deux. On peut dire qu'on a fait des erreurs à l'égard de la Russie et que ce que fait la Russie aujourd'hui est inacceptable. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de mener cette réflexion des deux fronts. Alors ce qui se passe, c'est une guerre qui pourrait durer longtemps et surtout qui va avoir des conséquences terribles. Poutine a fait une erreur majeure avant la guerre, il a rétabli ses positions partout. Au Proche-Orient, il parle avec Israël, avec le Hamas, avec l'Iran, avec les Saoudiens, avec le Qatar, avec les Émiratis. Son allié syrien commence à être réintroduit dans la famille. Il a une croissance qui est assez bonne, le chômage 6%, il commence à être présent en Afrique, etc. Il a tout gâché. Il a tout gâché parce que là, quand même, il va payer assez cher. Et son rôle dans l'histoire. Dans jusqu'ici, pouvait dire, voyez dans quel état était le pays lorsque j'ai pris le pouvoir, voyez où il est maintenant. Et effectivement, on ne peut pas ne pas se rappeler dans l'état dans lequel était la Russie sous Yeltsin. Un PIB réduit de 50% en 9 ans. Il y a d'autres pays qui ont des solutions plus qu'autoritaires que celle de Poutine, avec une telle réduction du PIB. Des mendiants partout, des gens qui n'arrivaient plus à vivre, etc. Puis un pays humilié. Donc, mais Poutine peut dire, j'ai relevé le pays, mais là, il a gâché cela par une erreur magistrale d'analyse. Et c'est pas parce qu'il est fou, comme... les Américains font une erreur magistrale d'analyse quand ils font la belle et cochon, ou quand ils augmentent leur présence au Vietnam, ou quand les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Faut pas être fou pour faire des analyses. Faut juste avoir trop confiance en soi, ne pas écouter plusieurs voix, et ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, il surestime la force russe, il sous-estime la force de l'Ukraine, il sous-estime la réaction occidentale. Et les trois réunis font que il n'aura pas les bénéfices. Et en plus, il voulait envahir complètement l'Ukraine avec 200 000 hommes. Lorsque l'URSS a envahi la Tchécoslovaquie pour changer le régime, en 68, ils ont envoyé 500 000 mecs. Donc c'est pas que... Il faut un type pour 25 habitants. Oui, donc, le Tchèque est dangereux. Surtout qu'eux, ils n'étaient pas armés, alors que les Ukrainiens le sont. Donc c'était quand même plus facile. Donc, sur quoi va déboucher cette guerre, malheureusement? Une coupure fondamentale, durable, entre la Russie et le reste de l'Europe, tant que Poutine sera au pouvoir. Et je ne vois pas le plan B, là, en Russie. En tous les cas, quand il y a des réconciliations avec un pays avec lequel on était en guerre, c'est qu'on a changé son dirigeant. Je veux dire, on s'est réconcilié avec les Allemands parce qu'on a viré Hitler. Le Japon, c'est un peu différent. Hirohito est resté pour que les Japonais acceptent l'occupation américaine. Mais on a quand même changé le régime au Japon. Donc là, on ne va pas à Moscou parce qu'il y a la dissuasion nucléaire. Donc on a une coupure entre la Russie et tout le reste de l'Europe, qui fait remonter à peu près à Staline, en termes de non-relation. Il faut remonter à Staline, pas Khrouchtchev, pas Brejnev. Avec Brejnev, il y avait des relations. Par rapport au projet français d'autonomie européenne, c'est mort. C'est la mort cérébrale. Parce que là, on voit quand même le côté irrationnel. En réalité, ce que les Russes ont montré, c'est que leur armée n'était pas si puissante. Et qu'en réalité, je ne vois pas en quoi il est indispensable d'augmenter autant nos dépenses militaires pour faire face à une armée qui n'est pas capable de mettre au pas l'armée ukrainienne. Alors maintenant, une parenthèse, je vais me faire l'avocat du diable.
Contrairement aux pluies de bombes américaines qu'il y a eu en Irak. Et ensuite, ils ont envoyé les GI. Poutine n'a pas fait ça. Il n'a pas aplati l'Ukraine et ensuite envoyé ses boys. Ils ont d'abord envoyé leurs boys. C'est vrai. Et parce qu'il pensait qu'en 3 jours, il arrivait à Kiev, qu'il changeait le régime et que c'était mort. Mais ceci étant, aujourd'hui encore, les services américains se demandent pourquoi ils ne bombardent pas plus massivement. Mais ils ont bombardé, clairement. Oui, il y a des villes mais ils n'ont pas... alors, ils ont détruit Mariupol, mais il y a d'autres endroits, parce qu'ils peuvent quand même pas détruire Kiev. Ils peuvent pas... bon. Mais en tous les cas, on voit bien quand même que l'armée russe n'est pas aussi formidable que cela. Mais beaucoup de conscrits, des jeunes appelés... Oui, et puis même un niveau de dépenses militaires de 60 milliards de dollars par an auparavant. Donc, bon. Et donc, on va quand même tous augmenter nos dépenses militaires et on va acheter des armes aux États-Unis. Et l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale selon Macron en novembre 2019, c'est aujourd'hui le seul jeu en ville. Tous les pays, la Suède, la Finlande, qui étaient des pays neutres, vont rejoindre l'OTAN. Tous les pays européens disent, oulala, heureusement que les Américains sont là pour nous protéger d'une menace russe qui est effrayante. Mais les pays européens de l'OTAN, ont aujourd'hui un niveau de dépenses militaires de 250 milliards de dollars. Donc, pour se protéger d'un pays qui en dépense 60, ça devrait suffire normalement. Mais on va augmenter, il y a une sorte d'irrationalité. Et si vous dites aujourd'hui, mais non, mais bon, vous passez pour un mec qui est pas dans son état normal, qui est un naïf, qui est beau scooter, etc. Et donc là, jamais l'OTAN n'a été aussi puissant qu'aujourd'hui. Jamais l'OTAN n'a été aussi unie qu'aujourd'hui. Oubliez la débâcle de Kaboul. Parce que si on rembobine le film en septembre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit, bon bah ok, la crédibilité stratégique américaine, on a vu ce qu'elle valait. Ils signent un accord bâclé avec les talibans et ils partent tous sans éteindre la lumière et sans prévenir leurs alliés, y compris ceux qui ont les troupes sur place. Donc ça a créé un choc profond, y compris chez les plus proches alliés des États-Unis. Mais ça, c'est oublié. Et donc là, de façon durable, les États-Unis ont réétabli un impérium doux, pacifique, pas par la contrainte, par la volonté des autres, à la demande des autres, et jamais l'influence américaine en Europe n'aura été aussi forte parce que, même du temps de Kissinger, lui-même parlait des malentendus transatlantiques. Bon là, il n'y en a pas. Donc Poutine, là-dessus, il a vraiment fait l'inverse de ce qu'il voulait faire. L'Ukraine, l'identité nationale ukrainienne s'est forgée contre la Russie, pour un long temps. L'OTAN n'a jamais été aussi soudée et aussi anti-russe, et que pour la France qui, depuis De Gaulle, et je dirais depuis De Gaulle, y compris pendant la conduite de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle avait déjà des relations poussées avec les Russes parce qu'il y voyait une façon déjà d'augmenter ses marges de manœuvre, parce que Roosevelt pouvait pas le saquer et que Churchill ne lui laissait pas toujours toute la liberté. Donc il disait qu'il n'avait pas le choix et que la coopération en Europe devait se faire avec la Russie. Là aujourd'hui, on pourra plus. On pourra plus. Ensuite, il a continué quand il était au pouvoir, la visite de Khrouchtchev en 60, sa visite en Russie, dans l'Union soviétique. Et il parlait de la Russie d'ailleurs, De Gaulle. Il parlait de la Russie, pas de l'Union soviétique. Et puis ensuite, Mitterrand a continué, etc. Mais là, donc, les ponts avec la Russie, une coopération politique avec la Russie qui ne soit pas agréée par les autres pays de l'OTAN. Alors que jusqu'ici, la France, voilà, la famille atlantique. La famille atlantique. Alors que jusqu'ici, la France était libre dans ses relations avec Moscou. Moscou Union soviétique ou Moscou Russie. Ça, c'est terminé pour un bout de temps. Donc en fait, nos marges de manœuvre, cette guerre va beaucoup réduire les marges de manœuvre de la France. Donc d'après notre petit tabouret, on a vu les Russes se préparer de longue date, établir des stratégies et des contre-mesures en prévision d'eux. SWIFT, ils travaillaient dessus bien avant. Les contre-mesures sur le pétrole, ils travaillaient bien avant dessus. Le rouble, ils travaillaient bien avant dessus. Leur armement, ils travaillaient bien longtemps avant dessus. Leur nouvelle technologie d'armement, leurs super missiles, bien avant. Ils se sont préparés. Donc la rancœur ou l'agressivité était préparée. Nous, on n'a pas vu venir grand-chose. Du moins l'Europe, l'Occident. Là, c'est parti pour durer. Biden demande plus de 30 milliards pour l'Ukraine. C'est pas un pays corrompu, c'est pas grave, hein. Ça va pas arriver dans les poches de tout le monde. C'est un peu comme les armes. On envoie beaucoup d'armes là-bas, mais ça va faire comme peut-être avec le Kosovo, on va les retrouver un peu chez nous. Non? C'est une hypothèse. Il y a des risques. Et enfin, il faut qu'on soit solidaire de l'Ukraine. Mais si le PIB de l'Ukraine par habitant
était inférieur en 2021 à ce qu'il était en 91, c'est pas de la faute de Poutine. Donc, oui. Il va falloir équiper notre police. C'est bien, parce que le lance-roquette anti-char, ça va faire du plus bel effet sur les camions de transport de fonds. Revenons à nos moutons. Donc, les Russes se sont préparés. On voit que leur dispositif pour contrer les mesures occidentales, les sanctions occidentales, ça a l'air de fonctionner quand même. Hein. Ils souffrent quand même un peu. Enfin, moins que ce qu'on pensait. Ils souffrent, mais ils sont entraînés, non? Oui, et Ça, puis surtout, c'est que les sanctions, elles sont pas internationales, elles sont occidentales. Mais c'est ça le. Je veux dire, quand on entend parler de la communauté internationale, c'est très souvent la communauté occidentale. Et donc dire que, déjà en 2014, j'ai fait des débats en disant « Ah, la communauté internationale a sanctionné la Russie ». Mais non, Poutine est allé au sommet des BRICS au Brésil, où il a été très bien reçu par tout le monde. Donc, regardez ce que font l'Inde, ce que font la Chine, etc. Donc, l'Occident, les sanctions, effectivement, si le monde entier avait sanctionné la Russie, elle ne pourrait pas tenir très longtemps. Mais comme il n'y a que l'Occident qui la sanctionne, ça la gêne, mais on peut vivre avec une gêne. Surtout qu'en plus, la crise augmente le prix du pétrole. Et c'est un échec de Poutine, 75% des recettes d'exportation de la Russie viennent toujours du gaz et du pétrole. Il n'a pas su diversifier l'économie de la Russie, parce que corruption, etc. Et donc là, en fait, il avait bâti un budget sur un baril à $40, il a des marges. Son budget, je crois que c'était 50. Ah, ou 55. Bon, en tous les cas, c'est le double, là, quoi, pratiquement. Donc il peut faire des rabais. Une petite digression. Nos soviétologues de 90 qui sont toujours pas tentés, toujours en place, toujours. Ça vous fait pas penser à la même faune d'expatriés qu'on croise souvent à l'étranger, qui se regroupent tous entre expats, dans les bars d'expats, dans les réunions d'expats, ils font leur lessive entre expats, ils bafouillent 3 mots, mais ils ont jamais été taper la gnôle chez l'habitant, comme on dit chez nous. Ça vous fait pas penser à ça? C'est-à-dire qu'ils ont une vision, mais en fait, ils connaissent pas du tout la mentalité, le pays, l'âme. Vous avez deux sortes de soviétologues ou de russologues maintenant. Vous avez des gens, déjà, ils sont pas d'accord entre eux. Donc en fait, ils s'opposent de façon très vive entre ceux qui, pour faire court, parce que c'est caricatural, mais certains disent bon, quand même, on s'est gouré avec la Russie, on l'a trop isolé, on n'a pas fait le nécessaire pour l'intégrer. On a créé notre propre démon. Voilà, on a créé notre propre démon, effectivement. Ils savent bien faire ça. Bon, et d'autres qui disent mais dès le départ, c'est un démon. Vous avez des gens qui vous disent mais dès 2000, il y avait Poutine portait la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc dès le départ, il était comme ça. Il faut dire qu'il y avait laissé des traces quand même, les journalistes qui tombent de la fenêtre, d'autres qui se font un peu empoisonner. Bon, c'était le hasard. Oui. Alors non, mais son autoritarisme, sa répression, sa brutalité, y compris en Tchétchénie, était très largement documentée. Mais au début, il veut se rapprocher de l'Occident. Puis après, il estime qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, qu'on l'a traité comme un type de seconde classe, comme un pays de seconde classe, etc. Chose qu'il ne faut jamais faire avec un Russe. Et avec personne, parce que ça coûte cher toujours. Le respect a l'air de tolérer quand même. Le respect quand même. On se fait enfler nos sous-marins, on continue à courber les chines avec le sourire. Mais oui, mais le respect, ça se gagne quand même. C'est une façon de. Et donc en fait, ce que vous appelez les soviétologues ou les spécialistes aujourd'hui de la Russie, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a en fait des gens qui s'autoprogramment spécialistes de la Russie sans y avoir jamais mis les pieds, mais ils ont lu des bouquins sur la Russie et ils peuvent dire que Poutine est un salaud. Donc ils sont qualifiés de spécialistes de la Russie. D'autres qui font des séjours prolongés parce qu'ils connaissent la société, c'est leur sujet d'étude, où ils y ont vécu, ils se sont fait des amis, etc. Et donc, ils ont... donc, il y a spécialistes et spécialistes. Mais y compris parmi les vrais spécialistes, ceux qui parlent la langue, peuvent lire le russe, il y a effectivement cette division entre, disons, les faucons et les colons, même si j'aime pas, disons qu'entre les partisans d'une ligne dure et ceux d'une ligne de dialogue, cette division existe parmi ceux que l'on peut qualifier d'ayant une véritable connaissance de la Russie. Donc en fait, on peut avoir une véritable connaissance de la Russie et avoir deux opinions parfaitement différentes. C'est pas uniquement le mec qui a lu 3 bouquins sur la Russie et qui a envie de taper sur Poutine parce que ça fait plaisir aux Américains il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des vrais spécialistes et certains, certains aussi, il y en a qui ont vécu en Russie, qui ont une détestation personnelle de Poutine
pour des raisons très diverses, dont certains sont tout à fait légitimes. Donc il y a aussi des gens qui confondent le pays et son leader. Mais Ou leur expérience personnelle. ou leur expérience personnelle. Voilà, on peut pas. Bon, ça, c'est vrai aussi. Bon, vous savez ça dans le petit circuit. Les gens résident des fois moins à la flatterie qu'à la torture. Donc, si vous êtes bien reçu quelque part, vous pensez que le pays est formidable. Et si vous avez une déconvenue, que le café n'est pas assez chaud, etc., vous allez penser que c'est un pays de merde. Donc, il y a aussi ce genre de prisme un peu qui peut des fois venir déformer. C'est pas grand-chose, mais ça arrive parfois aussi. Revenons à la psychiatrisation de Poutine, par certains soviétologues d'ailleurs. Quand on regarde les fondamentaux de l'économie russe, de sa démographie, de l'état de ses puits de pétrole, de l'état de ce qui se passe autour de chez elle, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il tape maintenant, c'était parce qu'il pouvait encore se le permettre? Ah, il a certainement pensé qu'il avait une fenêtre d'opportunité qui allait se refermer, et il a certainement pensé que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN et que c'était maintenant qu'il fallait taper. Est-ce qu'il pense que son pays va vers le déclin en fait, si c'est le cas, qui est au pouvoir depuis 20 ans et à qui doit-il en faire le reproche? Est-ce que, si je me permets de vous couper, est-ce que son pays et son oligarchie est assise sur les matières premières nécessaires à la nucléarisation du monde en termes de centrales nucléaires, de crayons de combustible, de ce qu'on met dans les crayons de combustible, des gaines de crayons de combustible, de pétrole, de terres rares, et j'en passe les meilleurs. Et est-ce qu'il se sent pas un petit peu comme le gardien qui se fait entourer son coffre par des gens qui ont faim? Il y a ça, c'est-à-dire que... Avec les réchauffements climatiques qui s'énervent, les réfugiés climatiques... Mais c'est vrai que la rente pétrolière crée de la corruption. Et crée des mauvaises habitudes, et elle est quand même... Moi, ce qui me frappe, c'est que les Russes ont une école de mathématiciens formidables, des savants formidables. Où sont les géants digitaux russes? Poutine lui-même a dit que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde. Mais où sont les investissements de la Russie dans l'intelligence artificielle? Ils sont vachement à la bourre là-dessus. Donc parce que en fait, comme ils sont assis sur une rente, quand vous êtes rentier, vous n'innovez pas. Je veux dire, ce qui est vrai pour la veuve de Carpentras est aussi vrai pour le dirigeant de la Russie. Donc bon. Et là, effectivement, mais je pense surtout que c'est pas tellement par rapport à l'état de... Parce que si vraiment il y avait un état que bientôt tout ceci va se terminer, il aurait mis en œuvre des réformes pour éviter ça. Il tient quand même beaucoup à sa place dans l'histoire. Là, il est en train de l'attacher. Donc je pense qu'il y a plutôt le sentiment que, d'une part, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, et en fait, l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN, mais l'OTAN était déjà dans l'Ukraine depuis longtemps. C'est-à-dire, par les centres de formation, par les armements. L'OTAN forme l'armée ukrainienne depuis 2014. C'est le business, ils ont le droit. Ben non, parce qu'ils les préparent, ils les ont préparés. Pourquoi l'armée ukrainienne a mieux résisté que prévu à l'armée russe? C'est qu'elle a été préparée par l'OTAN depuis 2014 et qu'il y a un patriotisme. Et on se bat toujours mieux quand on défend son territoire, quand on défend sa patrie, que quand on attaque celle de l'autre. Ça, c'est une leçon. Donc, il y a eu ça, et puis aussi, on dit que Poutine ne comprend que les rapports de force, mais enfin... Tout le monde ne comprend que les rapports de force. J'ai jamais entendu une phrase plus stupide que celle-là. C'est l'ordre mélien. Ben oui, mais est-ce que, je veux dire, Johnson, Macron, Biden, Trump, Merkel, Scholz, tout le monde, tous les dirigeants ne comprennent que le rapport de force. C'est la vie internationale, elle est une vie faite de rapports de force. Et donc Poutine a pensé vraiment que décidément on l'écoutait pas, etc. Et là où il a fait une terrible erreur, c'est qu'il commençait à obtenir des choses. Sa conférence sur la sécurité en Europe, qu'il réclame depuis longtemps, et on n'a même pas répondu à ses demandes, et que Gorbatchev aussi avait demandé, que Mitterrand avait demandé, s'il était encore, il aurait pu l'obtenir. Et donc là, il a vraiment tout foutu en l'air. Mais aussi, pendant très longtemps, il a demandé gentiment et on lui a rien accordé. Les pauvres Ukrainiens, il faut qu'ils s'attendent à quoi? À un Ukrainistan au sein de l'Europe, c'est-à-dire on va embourber les Russes comme on a fait en Afghanistan? Que veulent les Ukrainiens? Est-ce qu'ils veulent reprendre toutes les terres que la Russie leur a piquées? Bien entendu. Oui, mais depuis 2014 ou depuis 2022? J'ai interrogé un député ukrainien avec qui je faisais un débat dimanche dernier. Il m'a dit oui, il faut qu'on récupère tout, mais pour la Crimée, on peut négocier. Donc grosso modo, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que même si l'Ukraine n'est pas un pays nazi, il y a une extrême droite
en Ukraine qui a empêché Zelensky d'aller plus loin dans le rapprochement avec la Russie et qui le menaçait s'il se rapprochait un peu trop de la Russie. Donc il y a des gens qui veulent dire non, on aura la paix avec les Russes, y compris en Ukraine, que le jour où on aura libéré de nouveau la Crimée et le Donbass, disons les républiques autoproclamées du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Donc s'ils veulent récupérer ça, ça va être dur. Est-ce qu'ils veulent récupérer tous les territoires que Poutine et la Russie ont conquis depuis le 24 février? Mais ça, je veux dire, ça veut dire que Poutine a fait la guerre pour rien. Et qu'il rentre, qu'il va dire aux Russes, oh là là, on a pris une déculottée, et tout ça pour rien, et tout ce que vous allez souffrir, etc., pour rien. Donc c'est quand même un peu gênant pour lui. Et c'est là où, jusqu'où voudront aller les Ukrainiens en termes de reconquête, de ce qu'ils ont perdu, et jusqu'où les Américains accepteront de les aider pour cette reconquête. Est-ce qu'un jour, est-ce que pour l'instant, les Américains disent, regardez, un peu comme un boulanger, un pâtissier avec des gamins qui disent, écoutez, la pâtisserie est ouverte, vous vous servez, tout ce que vous voulez, c'est gratos, allez-y. Bon. Si les Américains disent, toutes les matériels que vous voulez aux Ukrainiens, on vous les donnera, les Ukrainiens vont vouloir aller jusqu'au bout. Est-ce que la co-belligérance. Ben oui, il y a co-belligérance. Alors, non, il n'y a pas co-belligérance, c'est du business. Enfin, je me fais provoquant exprès. Ouais. Non, parce que c'est pas que du business, c'est aussi de la géopolitique. Monsieur Le Drian, il a dit chat perché. Alors, lorsque la France a fourni 4 ou 6 ou 5, je sais plus, super étendards à l'Irak en 82, dans sa guerre contre l'Iran, et que l'Irak tapait les terminaux pétroliers iraniens, l'Iran dit, la France est co-belligérante. Et ils ont fait des attentats, ils ont tué un ambassadeur, etc. Alors c'est vrai que les avions français pilotés par des Irakiens allaient taper en territoire iranien. Mais là, c'est une fiction de dire qu'on n'est pas co-belligérant. Il n'y a pas de soldats qui se battent. Bon, il y a peut-être quelques services, mais pas de troupes, etc. Mais vu l'ampleur des matériels que l'on donne aux Ukrainiens, évidemment que de fait, de facto, c'est une co-belligérance. Mais pour l'instant, chacun préfère être dans la fiction de dire qu'il n'y a pas de co-belligérance. C'est une drôle de guerre. Est-ce qu'on peut reprendre le terme de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents? Une drôle de guerre. La drôle de guerre, c'était surtout quand la guerre était déclarée que chacun faisait du sur place, avant le Blitzkrieg allemand. Donc il y avait la guerre, personne ne bougeait, et il n'y avait pas trop de combats pendant quelques temps. Donc là, c'est une vraie guerre, avec des vrais morts. Mais pour nous, c'est une guerre... Donner un petit peu de bâton à ces sauvages qui se tapent dessus. Ouais, pour le coup, là, on pourrait dire qu'on fait la guerre à la Russie par proxy. Ça, effectivement. Et que peut-être la Chine fait la guerre par proxy avec la Russie. Non, parce qu'ils n'aident pas militairement la Russie, qu'ils n'ont pas envie de l'aider, que les Chinois sont aussi fâchés de ce qu'on fait. Parce que pour les Chinois, c'est perturbateur tout ça. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui gênent les Chinois. C'est qu'ils pensent que naturellement, ils vont devenir la première puissance mondiale. Donc c'est pas la peine de faire des guerres. Ça va venir tout seul. Donc quand on fait une guerre, on emmerde le monde. En plus, là, les Chinois, ils payent plus cher deux trucs qu'ils importent beaucoup. Les produits alimentaires, parce que la Chine, c'est 8% des surfaces cultivables du monde, 22% de la population. Donc il y a un déficit. Et l'énergie. Ils ont du pognon. Bah oui, mais moins, parce que quand même le Covid les a un petit peu affaiblis, surtout maintenant qu'il y a le confinement, et que la légitimité du Parti communiste chinois, c'est pas le petit livre rouge de Mao ou les 8 tomes du Capital, c'est le taux de croissance de l'économie. Donc ce qui vient baisser le taux de croissance de l'économie vient embêter le Parti communiste chinois. Et puis, surtout, c'est que l'OTAN resserrée, le discours de Biden, en juin 2021, Biden vient en Europe et il dit à tout le monde, il faut qu'on fasse G7, sommet du G7, sommet de l'OTAN, donc sommet occidentaux, et il dit à tout le monde, par rapport à l'axe des pays autoritaires, il faut faire une grande coalition des démocraties, occidentales bien sûr. Et les pays européens, la France, l'Allemagne disaient, mais non, ça marche pas pour l'OTAN. La Chine n'est pas dans l'Atlantique Nord. Là, vous allez voir qu'au prochain sommet de l'OTAN, la Chine sera dans chaque ligne. Parce que le discours de Biden de dire qu'il faut faire une grande coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, eh bien, ressort beaucoup plus nettement après la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Donc, ça n'aide pas tellement les Chinois, tout cela. Donc, les Chinois sont pas très contents de ce qu'ont fait les Russes, mais ils ne les laisseront pas tomber. Parce que, comme la Corée du Nord, la Russie est plus présentable. Parce que si la Russie s'écroule, c'est une victoire des Occidentaux que les Chinois
n'ont aucune envie de laisser aux Occidentaux. Donc ils ne font pas la guerre par proxy avec les Russes, ils leur fournissent pas de matériel militaire, ils leur permettent de tourner les sanctions, oui, ça d'accord, parce que eux, ils n'ont pas prise. Donc en fait, bon. Mais ils préféraient quand même que tout ça s'arrête, quoi. C'est contraire à leurs intérêts. Parce qu'en fait, c'est aussi, quel est le grand gagnant de cette guerre qu'il n'a pas décidé, c'est les États-Unis. Par rapport à l'OTAN, par rapport, les pays européens vont plus acheter du gaz pas cher qui vient de Russie, on va acheter du gaz plus cher qui vient des États-Unis. Nous, on est le dindon de la farce, en fait. Ah oui. Pourquoi oui? Bah parce que ce que vous venez de dire, c'est qu'on va acheter les armes aux Américains, qu'on va acheter leur gaz, on va l'acheter Ça plus s'appelle un cher. contrat de fidélisation à l'OTAN. Et oui, mais en plus en payant plus cher, c'est qu'on va payer plus cher et on va dire merci. Ce qui est normal. Et une petite tape sur la tête, comme ça. Donc effectivement, les Européens sont les grands perdants enfin l'Ukraine bien sûr, mais l'Ukraine, dès que la guerre sera finie, elle pourra être reconstruite. L'Ukraine est devenue un pays martyr, on a oublié tous les reproches qu'on faisait à l'Ukraine. C'était quoi les reproches? La corruption, la gestion de ce pays. Paper, Tout, enfin vraiment une fois encore, hein, la c'était... prostitution un peu, non? Comment ? La prostitution, les réseaux de prostitution aussi. Oh, ça n'a jamais gêné personne, je crois, en termes de relations internationales, ni en termes de condamnation. Mais bon, où il y a de la mafia, etc. Mais bon, non, mais surtout, c'est qu'une fois encore, un pays dont le PIB par habitant est inférieur 30 ans plus tard son indépendance, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui unissait les oligarques en Ukraine, qu'ils soient pro-russes ou pro-occidentaux. C'était le pognon. Ben voilà. Ils s'en mettaient plein les poches au détriment du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien qui a souffert. Il y a quand même, en dehors des 2 millions d'habitants de la Crimée qui ont été annexés par la Russie, il y a quand même 7 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays par manque de perspective. Parce que faire des études, les gens étaient brillants, etc. Mais ça débouchait pas sur des boulots. Donc, Un peu comme les pauvres Libanais, quoi. voilà.